Euh, Malheureusement, non pas la deuxième présentation, mais la veille de l'OSCIR. Veille de l'OSCIR, dont les contributeurs ont doublé ce mois-ci. Ouais, ce mois-ci, mais quadruplé. Et donc, je laisse à Vladimir, tu peux te mettre là, si tu veux. Je laisse à Vladimir le plaisir de présenter. Bien, bonjour à tous et bienvenue pour la revue d'actualité de l'OSCIR. Alors effectivement, ce mois-ci, on a eu des renforts avec Jérémy qui a déjà aidé. Non, c'est la première contribution. La première contribution. Précédemment, donc Christophe et Marc-Antoine, notre avocat détesté préféré, qui nous a également aidé sur la partie juridique. Alors, donc, comme traditionnellement, on commence par tout ce qui est vulnérabilité, en particulier Microsoft. Ouais. Donc ce mois-ci, par rapport au mois précédent, on a 98 vulnérabilités qui ont été patchées, dont une 0D et un certain nombre de vulnérabilités critiques. Donc, par exemple, pour la 0D, on a un composant ALPC qui permet une évasion du navigateur Chromium, qui interagit directement avec le kernel et permet d'exécuter des commandes en tant que système. Pour les failles les plus critiques, on a par exemple la possibilité en fait d'établir une connexion anonyme sur SharePoint et contourner les systèmes de sécurité, du coup d'accéder aux différents partages présents sur le serveur SharePoint. Sur Exchange, un path écrit en dur qui va charger une DLL. En ayant la main localement sur la machine, on peut changer la DLL et du coup charger une DLL malveillante, donc exécutée avec système. Donc une vulnérabilité aussi au niveau du service local CSR2S. Donc pour la partie chiffrement sur Windows, une exécution de code sur L2TP et une exécution une RCE sur SSTP. Alors, juste petite parenthèse sur les deux derniers, ce qui est assez amusant, ou je ne sais pas, c'est que depuis plusieurs mois, il y a beaucoup de vulnérabilités sur tous les protocoles de tunneling, de VPN, etc. sur Microsoft. Alors, je ne sais pas, j'ai pas regardé qui était l'auteur de ces différentes CVE, mais souvent ça marche un peu par périmètre. Il y a quelqu'un qui pose un sujet, qui trouve des vulnérabilités, d'autres s'intéressent, et d'un coup on trouve plein de vulnérabilités sur un périmètre en particulier. Avant, on ne regardait pas du tout Exchange. Depuis quelques années, on regarde Exchange, il y a plein de vulnérabilités. Et là, j'ai l'impression que depuis plusieurs mois, c'est tout des VPN chez Microsoft. Même SharePoint déjà. SharePoint également. Bon, ça, je passe rapidement. Il n'y a pas de grand-chose d'intéressant pour l'instant. Alors ça, c'est la blague du vendredi. C'est que donc, le 13 janvier, il y a une mise à jour de Microsoft Defender. Et alors, j'aimerais pas être à la place du gars qui a créé la règle de détection et qui l'a poussée en prod un vendredi. Mais en fait, c'est une règle qui a désinstallé tous les raccourcis, Office, etc. d'un coup. C'est-à-dire que des gens qui étaient en train de travailler se retrouvent avec plus rien. Donc, il y a eu un retour en arrière assez rapide, je crois, mais je crois que ça a mis quand même plusieurs jours, je ne suis pas sûr. Mais voilà, belle mise en prod du vendredi. Autre point, c'est que Microsoft Windows 7 et 8, c'est bientôt la fin. Pardon, c'est déjà la fin parce que c'était le 10 janvier, donc il n'y a plus de mise à jour de sécurité pour ces OS. Donc vous devrez passer à du Windows 10, voire même plutôt 11, a priori, ou Linux, ou macOS. Et sachant que du coup, il n'y a pas de version de programme étendu pour la version 8.1 de Windows. Ils ont quand même abandonné, la branche 8 a été presque un peu abandonnée. Sachant que je crois qu'on en parle après, mais si vous êtes joueur, vous avez 0 patch qui vous propose des correctifs. Sachant que Windows 11, tu es loin d'avoir la compatibilité matérielle ascendante. Tu peux l'installer si tu n'as pas toute la compatibilité matérielle, genre TPM 2.0, etc. Mais tu n'as pas toutes les capacités de l'OS. Alors, j'en parlais, IPv6, donc ça, on en avait parlé en octobre dernier. Et donc là, j'espère que vous avez mis à jour parce que vous avez donc là un code d'exploitation qui est sorti pour cette vulnérabilité IPv6. Ah, j'ai pas mis le lien avec le. Il y a un code d'exploitation qui est sorti. Et ce qui est rigolo, c'est que vous avez Zero Patch, qui est une entreprise qui fournit des patchs sur des OS ou des applications qui ne sont plus supportées, qui vont directement écrire dans les binaires, changer les choses dans les binaires pour vous proposer des patchs ou faire des choses en mémoire. Et donc, rappel en dessous,
Windows Server 2012 R2, c'est fini. Et vous avez des vulnérabilités, donc dépêchez-vous de mettre à jour, de remplacer. Alors le problème, c'est que ça ne se fait pas comme ça, c'est des migrations qui sont assez coûteuses. Alors ça, c'est une mise à jour assez surprenante de Microsoft, mais en fait, il y a un bulletin qui est déployé qui ne permet que de lister, enfin de faire de la prise d'empreinte de statistiques des versions d'Office déployées. J'imagine que c'est par rapport au support, mais en gros, Microsoft souhaite savoir combien il y a de versions, enfin, combien de chaque type de version d'Office il y a dans la nature. Également, celui dont on avait parlé le mois dernier ou le mois d'avant, c'est les add-ins Excel qui permettent d'exécuter du code assez simplement en envoyant un fichier Excel. Et donc là, en remplacement des attaques macro qui ont été bloquées il y a quelques mois par Microsoft en juillet dernier. Et donc là, Microsoft a annoncé travailler à des moyens pour bloquer cette fonctionnalité, entre guillemets. Et le dernier, c'est une vulnérabilité. Enfin, le côté intéressant, c'est qu'elle a été découverte par la NSA et le NCSC anglais. En gros, c'est une collision sur MD5, mais uniquement avec Crypto API, donc là, le chiffrement Microsoft, qui permet en gros d'usurper un certificat. Et vous avez un code d'exploitation. Donc ensuite, donc une vulnérabilité qui était remontée par Synactive lors d'une CSPN de sudo, donc demandée par l'ANSSI. A été découvert pour les versions entre la 1.8 et la 1.9.12. Donc une vulnérabilité qui permet d'ouvrir un fichier où l'utilisateur en fait n'aurait pas le droit d'écriture, juste via sudo, donc en exploitant une variable d'environnement. Donc là, vous avez une démonstration à droite, la création d'un utilisateur, son ajout dans sudo-earth, donc la permission qui lui permet en fait de super éditer un fichier, donc là un fichier temporaire. Et lors d'une connexion, lors du lancement d'une commande sudo pour super éditer le fichier TMP test, il arrive à la volée en fait à éditer un autre fichier, donc le TC passe WD, même s'il n'a pas les droits d'écriture par défaut. Et donc il modifie son compte pour devenir root et son évasion est réussie. Bravo quand même à Synactive, hein. Très joli, belle vulnérabilité. Ouais, c'est ça. Et donc ensuite, donc là, une vulnérabilité plus au niveau de l'hardware, donc au niveau des cartes mères Supermicro 11e génération. Donc une vulnérabilité qui a été découverte par 2 chercheurs de l'université de Birmingham. Donc en fait, en se connectant en SSH sur le contrôleur BMC, en fait, il est possible de contrôler les PN-bus et donc de gérer le voltage de la carte mère. Donc pourquoi un accès SSH sur un contrôleur BMC? Tout simplement pour sa maintenance. Et donc en gérant les PNB bus, donc ce qui ne devrait pas être possible depuis un contrôleur BMC, vous pouvez effectuer un sous-voltage ou un survoltage, ce qui peut soit casser la carte mère et donc rendre votre serveur indisponible, ou simplement injecter, faire de l'injection grâce à de l'undervolting. Donc il paraît que la 12e génération n'est pas vulnérable la vulnérabilité ne concerne pas cette génération, même si l'équipe a réagi et a confirmé en fait que la 12e génération avait été préparée avant d'avoir été mis au courant de la vulnérabilité. Donc, est-ce que la 12e génération est réellement pas concernée par cette vulnérabilité? C'est à suivre. La vulnérabilité à page, je passe. PHP, c'est assez rigolo. On dirait une vieille vulnérabilité que j'ai mis de 2012. En gros, il est possible de récupérer le code source d'une page PHP, sachant que ça concerne une version, une branche qui est dépréciée depuis un moment. Aujourd'hui, les supportés de PHP, c'est 8 quelque chose. Mais il y a encore beaucoup de versions 7 déployées dans la nature. Alors, c'est uniquement dans le cas où c'est directement le serveur PHP qui écoute les requêtes web et qui exécute le code PHP. Ce n'est pas dans le cas où PHP est utilisé comme une librairie dans Apache ou autre. Mais il y en a quand même en prod qui utilisent ça, voire en dev. Et a priori, là où la fonctionnalité de l'affichage du code source est aussi disponible. Oui. Si ce n'était pas le cas, ça fonctionnait pas. Ça, c'est une vulnérabilité assez récente concernant OpenSSH. Alors, les vulnérabilités OpenSSH, c'est rare. Alors, le truc, c'est que théoriquement, elle est quasi inexploitable du fait de toutes les mesures de sécurité qui protègent OpenSSH, entre guillemets, en particulier le sandboxing d'OpenSSH.
Mais en gros, c'est une exécution de code à distance avant authentification sur OpenSSH, mais théoriquement pas exploitable. Par contre, elle est à 9.8 sur 10 en termes CVSS, donc mot d'ordre, c'est patché. Alors déjà, si vous avez la branche 9, ce qui est très rare, mais oui, si vous avez la branche 9, mettez à jour. Alors Signal, ça c'est juste manipulation de pièces jointes, je passe. KeePass, il y a eu beaucoup de débats là-dessus, c'est la vulnérabilité qui n'en est pas une. Pour rappel, KeePass, c'est le coffre-fort de mots de passe open source utilisé par beaucoup de monde, mais local, à votre poste, enfin, sur votre poste. Et en fait, il y a un fichier de configuration, enfin même pas un fichier de configuration, il est possible avec KeePass de réaliser des actions dans certains cas. C'est-à-dire que quand vous ouvrez un fichier KeePass, vous pouvez dire à KeePass, je veux, pas, exécuter un programme ou faire quelque chose quand j'ouvre un KeePass, quand je le ferme, etc. Alors, ça peut être détourné. C'est une technique qui est connue depuis très longtemps, qui permet d'avoir de la persistance, parce qu'en fait, si vous injectez une ligne de commande qui vous assure de la persistance dans le fichier de conf qui passe, ça fait qu'à chaque fois que la personne va ouvrir qui passe, ça va exécuter potentiellement votre payload, et donc ça vous assure une certaine persistance. Il est aussi possible de manipuler le fichier pour demander une extraction de tous les mots de passe automatiquement. Et en fait, c'est ça qui est considéré comme une vulnérabilité, parce qu'entre guillemets, c'est pas une vulnérabilité, c'est une fonctionnalité. Et comme il y a des usages détournés, il y a eu un gros débat sur le sujet. La CVE est toujours en statut discutif. Elle n'est pas confirmée comme CVE, mais je pense que l'auteur de KeePass en a eu marre et a mis à jour. Donc, il y a une version 2.53.1 qui bloque cette fonctionnalité d'export. C'est-à-dire qu'il faut impérativement mettre la clé, la master key pour pouvoir faire l'export. Ce que dans les faits, du fait de l'exécution de commande, vous pouvez le faire en 2 temps. Premier temps, exécution de code, vous mettez un keylogger pour écouter. Vous récupérez la master key et ensuite vous modifiez votre payload pour juste faire l'extract, détecter la fenêtre et injecter la master key. Enfin, en gros, ça c'est la master key. Donc bon, très honnêtement, voilà. Si tu as accès à une machine, d'accord, ça va devenir compliqué. Quand tu as une code sur un poste, oui, effectivement, tu peux bidouiller KeePass pour récupérer KeePass. En fait, tellement de choses que, voilà. Enfin, pour moi, très honnêtement, c'est pas du tout une vulnérabilité. Et je sais que mon avis est partagé. Dernière image magique, ça c'est rigolo. C'est en fait en manipulant un fichier PNG que vous envoyez par exemple sur un site web qui va être traité, et l'image va être traitée par la librairie Image Magique, qui est la principale librairie de traitement des images. En fait, vous pouvez récupérer le contenu du fichier que vous voulez en précisant quelque part le chemin du fichier. Et en fait, dans l'image manipulée par Image Magique, vous allez récupérer le contenu du fichier, genre ETC, PassWD ou ce que vous voulez. C'est rigolo. Donc ensuite, 2 vulnérabilités critiques qui ont été du coup trouvées sur Git. Donc un premier, un débordement d'int, donc d'entier, CVSS 9.9, qui est dû au fait de stocker size-t en integer, donc variable qui est ensuite utilisée pour faire un même copy. Donc en fait, en précisant le format de log, on effectue un débordement sur l'integer, ce qui permet d'exécuter du code sur le tas. Et ensuite, une deuxième, donc là, c'est du côté des Git attributs. Donc Git attributs qui permet de définir si les fichiers doivent être traités comme des fichiers texte ou comme un autre type de fichier. Et donc, quand votre fichier Git attribut contient trop d'entrées, une action est exécutée, une écriture est possible sur le tas, exactement, qui entraîne une exécution de code. Mettez à jour votre serveur Git. Alors ça, c'est un peu compliqué, mais en gros, il y a une vulnérabilité qui a été trouvée dans des espèces de routeurs qui sont basés sur OpenWRT. Et en fait, il y a eu un bulletin sur ce truc, c'est IRZ mobile, pas mobile. Et en fait, ça touche aussi OpenWRT. OpenWRT, c'est une espèce de système open source qui est plutôt dédié à des points d'accès Wi-Fi, qui est vraiment génial. Mais il y en a apparemment, alors je vous ai fait une capture showdown, là, il y en a certains qui l'exposent sur Internet, c'est vraiment la pire des idées. Et donc là, vous avez une CSRF qui permet d'aboutir à une RCE, donc c'est une prise de contrôle complète de l'équipement. Sur les NAS, des vulnérabilités chez QNAP et chez Western Digital. Alors je ne parle pas de QNAP, la Western Digital a été trouvée par Synactive, donc bravo encore à eux.
Et voilà, c'est une execution code à distance. Juste sur QNAP, on peut redire, hein, vu le nombre de vulnérabilités qu'il y a eu l'an passé sur les QNAP et sur les NAS en général, n'exposez pas les NAS sur Internet. N'exposez pas un portail d'administration sur Internet. Je pense que ça va être la phrase qu'on va répéter tous les 2 slides. Quand bien même ça ferait fonction VPN, eh ben, faites pas ça, faites autre chose. WireGuard, c'est très très bien pour du VPN, ça marche bien, c'est stable. Alors ça, je l'ai rajouté à l'arrache juste avant. Il y a Apple qui a publié, je crois que c'est hier, un bulletin de sécurité concernant 2 vulnérabilités critiques qui sont exploitées activement dans la nature en ce moment. La première, c'est l'exécution de code dans le navigateur. La deuxième, c'est élévation de privilèges locales. Donc en gros, vous allez sur une page web, exécution de code, élévation de privilèges, prise de contrôle complète, prise de contrôle totale du smartphone. C'est exactement le genre de vulnérabilité qu'on trouve chez tous les spyware que j'ai appelés pro, genre Candiru, Inefou, etc. Pas trop NSO Group, je l'ai mis quand même, mais NSO Group en général, ils ont plutôt des vulnérabilités dites zéro clic, ça vous faites rien, ils vous compromettent. C'est plus simple. Mais voilà, donc si vous avez un Apple, un iPhone, un iPad, etc., mettez à jour rapidement. Alors, piratage Air France, bon, j'ai juste le fait que quand il y a eu le piratage, ils ont publié un texte et à même moment, le site n'était pas joignable. Piratage Norton Password Manager, bon, c'était après LastPass, donc apparemment, il y a pas mal de choses qui ont été volées, mais il n'y a pas vraiment eu de détails. Mailchimp également, bon, je passe. CircleCI, alors ça, c'est en gros CircleCI, c'est une solution cloud qui vous permet de gérer votre CI/CD, donc votre chaîne d'intégration continue, ce qui fait que dedans, vous avez en général vos secrets, vos tokens AWS, Azure, etc. Et ils ont été piratés, tout a été volé. Donc le message, c'est changer tout. Le problème de ça, c'est que supposons qu'un token AWS a été volé, les attaquants vont le réutiliser pour progresser et c'est très très compliqué de savoir s'il a été utilisé, comment, ce qui a été volé. Enfin, même si vous le changez, c'est compliqué de savoir ce qui a été volé. Dans tous les cas, il faut le changer. Enfin, et la news date de quelques semaines, donc si vous ne l'avez pas changé, Tu précises que c'est bien la suite parce qu'on en a parlé le mois dernier de CircleCI. L'autre, c'est PayPal. Ah oui, ça c'était intéressant, François. C'est quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, PayPal piraté. Mais en fait, c'est juste du password reuse. C'est-à-dire, c'est des gens qui utilisent le même mot de passe ailleurs. Et il y a apparemment 35 000 comptes qui ont été piratés par cette technique. C'est simple. Reddit également piraté avec des codes sources qui ont été volés. Donc là, c'est classique, c'est phishing, prise de contrôle d'un premier poste, progression et puis ensuite vol de toutes les données qui pouvaient être volées, en particulier du code source. LastPass, la suite. Alors apparemment, il n'y avait pas que LastPass qui a été touché. Plusieurs entreprises du groupe de GoTo, qui est la maison mère de LastPass, ont également été piratées et des données ont été volées. J'ai mis la liste, mais bon, voilà. On s'en doutait un petit peu qu'il n'y avait pas que ça qui a été volé. Alors, ça, c'est l'affaire du moment. Donc, jeudi dernier, fin d'après-midi, les ESX ont commencé à être piratés, donc des hyperviseurs de VMware, piratés à distance. C'était un peu la panique au début. Au total, il y a quelques milliers de ESX qui ont été piratés. C'est-à-dire que les machines virtuelles qui étaient dans les ESX ont été chiffrées. A priori, alors il y a un gros débat sur la vulnérabilité, mais OVH a l'air de dire que c'est cette vulnérabilité, l'ANSI tend à dire que c'est aussi cette vulnérabilité. C'est une vulnérabilité qui touche le protocole OpenSPL, qui est un protocole réseau qui permet en fait de faire des requêtes pour lister les services à travers le réseau. Et donc il y a une vulnérabilité qui date d'il y a 2 ans, avec un code d'exploitation, un peu plus de 2 ans, un code d'exploitation qui a 2 ans, qui est public, enfin plusieurs codes d'exploitation. Et a priori, c'est ça qui aurait été utilisé pour compromettre des milliers de ESX, beaucoup en France d'ailleurs. Le problème, c'est que c'est les ESX en version 6.5, 6.7 et un peu de 7.0. Le problème, c'est que les 6.5 et 6.7 ne sont plus supportés depuis plusieurs mois. Donc, il n'y a pas de correctif. Je crois que vous avez sorti des correctifs récemment. Il y a quand même des versions patchées, mais qui sont quand même plus supportées, mais Pas qui pour les sont. 6.5 et 6.7. Si pour 5 7, tu as des versions, mais c'est juste qu'elles sont plus supportées. Mais supportées depuis l'automne dernier. Le problème, c'est que, alors je redis la phrase d'il y a 2 slides, on n'expose pas un portail ou un service d'administration sur Internet. Et en gros, le service en écoute, c'est sur le port TCP 427, je crois, OpenSLP.
c'est considéré comme un service d'administration et ça ne doit pas être exposé sur Internet. Je sais qu'on a eu un gros débat dans nos limites sécu sur ce sujet avec Nico Ruff. Voilà. Vous avez plusieurs bulletins qui sont listés ici. Alors, Donc ça, c'est le bilan. Là, si on revient un tout petit peu en avant, le lien en fait qui est fourni, et les 3 liens qu'on évoque comme étant les quasi seules sources sérieuses, oui, il n'y en a pas beaucoup parce que en fait, c'est le CERTFR qui a remonté la première alerte, et on date du jeudi soir 2, vendredi 3 matin. OVH a fait effectivement aussi un bulletin dans son blog parce que c'est c'est le fournisseur qui a été le plus impacté. Les clients des services en fait n'ont pas fait ce qu'il fallait. OVH a quand même dit que eux n'étaient pas impactés directement sur leur infrastructure, mais que c'était bien les clients d'OVH qui n'avaient pas fait ce qu'il fallait, donc qui avaient exposé justement leur console d'admin sur le net. Et il y a un bulletin quand même qui a suivi et qui a été mis à jour par rapport à la planche qu'on va suivre derrière. On aborde le sujet avec la 2021 21 974, mais il y a d'autres vulnérabilités qui sont à considérer, telles que la 2022 31 696 et la 2020 39 92. Et grossièrement, sur son lien FAQ, VMware dit aujourd'hui, ce qu'on peut confirmer, c'est qu'il n'y a pas de 0-day, mais par contre, on n'a pas la certitude des combinaisons de vulnérabilités qui sont utilisées dans l'exploitation. Donc aujourd'hui, le vecteur de discussion, c'est bien la 2021 21 974, celle qui est expliquée dans la planche là, mais le a priori veut bien dire que ce n'est pas la seule. Donc il va falloir attendre pour en voir un peu plus sur le sujet. OVH a confirmé que c'était bien des vulnérabilités sur OpenSLP parce qu'ils ont des traces du compte lié à OpenSLP qui montrent que c'est bien ça qui a été utilisé pour le premier accès. Il y a un débat effectivement sur quelle est la vulnérabilité utilisée. Dans tous les cas, ça reste des vulnérabilités entre guillemets du passé et qui auraient dû être corrigées. Après, honnêtement, il y a un code d'exploitation gratuit sur Internet, simple d'utilisation, tu cliques, ça marche. Et en plus, ils ont tellement bien fait le travail que tu as juste une commande shell. C'est-à-dire que toi, tu as juste à changer ta commande shell pour compromettre. Soit tu utilises ça, soit tu récupères le dernier bulletin de VMware qui a effectivement une autre vulnérabilité sur ce protocole-là, mais il faut reverser le correctif. Il faut créer son propre exploit, construire les gadgets, etc. Honnêtement, entre des jours de travail et un copier-coller qui me prend 2 secondes, moi, attaquant, je prendrais plutôt le copier-coller. Donc, les attaquants étant flemmards, je pense quand même beaucoup qu'ils ont plutôt utilisé la vulnérabilité datant d'il y a 2 ans. Ouais. Alors, ça reste mon avis, hein, mais ça tend quand même à être confirmé, sachant que ONIF a pas mal communiqué là-dessus. Et donc Patrice, ce qu'il a remarqué, c'est qu'il y avait déjà des prémices ou des prises d'empreintes de cette attaque à la fin de l'année 2022 qui laissent penser que l'attaque a quand même été préparée en avance de phase, même si beaucoup critiquent l'attaque en disant que ça fait très très amateur parce que le texte est pourri, parce que le chiffrement finalement marche pas très bien. Dans le sens où sur les machines virtuelles VMware, en fait, au final, vu de l'ESX, de l'hyperviseur, c'est des fichiers. Et ce qui ont été chiffrés, c'est en fait les fichiers de configuration des VM et pas les disques durs. Enfin, dans certains cas, c'est pas les vrais disques durs. Donc, il est possible de récupérer les VM. Autre élément, c'est que le chiffrement utilisé, alors j'ai plus le nom en tête, mais c'est un chiffrement de flux qui n'est pas un chiffrement bloc type AES. Et c'est un chiffrement qui a déjà été utilisé par le passé par un groupe en particulier. Groupe d'ailleurs qui a utilisé la même technique en 2022 qui ciblait en particulier les ESX, qui chiffrait les ESX. Enfin bon. Au-delà de ça, la situation est quand même très embêtante pour tous ces gens, sachant qu'en plus, les attaquants ont amélioré leur attaque. Et depuis, donc c'est quand? C'est depuis cette semaine? Mercredi, jeudi, le 8, jeudi, c'est le 9, depuis mercredi. Ils ont amélioré leur script et maintenant ils chiffraient beaucoup plus et ils chiffrent beaucoup plus de choses. Ce qui fait que ils sont difficile à déchiffrer, ouais. Parce que là où il y a eu des bulletins de sortie aussi sur le fait de ne jetez pas la poubelle en fait quand vous avez été chiffré, gardez de côté, parce qu'on ne sait jamais. Et là, en l'occurrence, il y a le FBI et le CISA ont sorti un mode opératoire pour déchiffrer en fait tout ce qui a été chiffré par la première vague. Ce qu'on voit aussi intéressant dans le graphe que tu as présenté, Vlad, là, c'est que tout le monde voit assez bien, je pense, même s'il est difficile à lire ce graphe, sur la partie droite, vous voyez du bleu.
Et en fait, le bleu, ça représente le pays. Et comme vous le voyez un petit peu sur la carte au-dessus, c'est la France qui a été la plus touchée. Et là où le bas blesse, c'est que il y a là, les graphes ne sont pas représentés, mais il y a d'autres études qui montrent qu'il y a des réinfections qui ont eu lieu. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont réussi à se faire infecter, qui n'ont pas eu le temps de traiter l'incident. La réponse n'a pas été correcte. Et d'une manière ou d'une autre, en fait, les attaquants ont réussi à réinfecter les machines. Donc, si vous étiez fait infecter par un chiffrement sur la première vague, qu'à ça ne tienne, vous n'aviez pas patché, tant pis pour vous. Il recommençait sur la deuxième. Et là, il chiffrait plus fort sur des fichiers plus gros, ce qui amène à une situation qui est, a priori en cours encore, mais on ne sait pas trop comment les choses pourraient évoluer. Une chose est sûre, on revient toujours sur le même discours, n'exposez pas vos consoles d'admin, donc fermez les ports SLP et puis patcher, quoi. Après, je pense que les gens qui ont installé des ESX exposés sur Internet ne savaient pas qu'il y avait ce genre de protocole. Et il y en a plein d'autres sur les Oui, ESX. ouais. On voit des posts même sur Twitter où il y a des personnes qui disent, même des personnes de la tech qui disent je m'en suis pas soucié, je savais que c'était pas cool, mais ça y est, maintenant j'ai bien compris, quoi. Notre retour d'expérience, c'est n'exposez pas vos consoles d'admin tout court, c'est-à-dire même en interne. Oui. Faites-le que vers des réseaux d'admin sécurisés où il faut soit passer par un bastion, soit passer par un VPN, soit une autre particulière. On a eu le cas d'un client encore récemment où a priori rien n'était exposé et ils se sont fait avoir par de la latéralisation sur d'autres choses. Mm. Je mentionne juste après le truc de Nico, c'est ça? Quel truc de Nico ? Nicolas nous a remonté un article qui disait que les images par défaut qui étaient fournies il y a encore une semaine, je crois, ou un mois. Ah oui, d'un fournisseur était. D'OVH. d'OVH. Ouais. C'était des images qui n'étaient pas patchées, qui étaient au mauvais niveau. Il me semble que c'est OVH. Pour moi, il avait donné un autre nom. Ouais, je vais vérifier. Pardon. Mais ceci étant, ce serait pas étonnant, hein. Ouais, c'est l'offre d'OVH. Ah ouais. Donc voilà, si vous étiez en Soyuzstar, sachez que vous étiez encore vulnérable et qu'il fallait en fait mettre à jour vous-même une fois que vous aviez installé. Alors, ah oui, ça ne se voit pas trop sur le slide, je ne sais pas si vous voyez à distance, mais il y a. Vous verrez un slide. Qu'est-ce qu'il y a, Eric? Une offre externe. Non, mais c'est une option. Non, mais ça n'a pas dû être mis à jour parce que c'était. Tu passes plus par là pour. D'accord. Alors ça, c'est juste pour la blague. Donc l'année dernière, en décembre, ça a été préparé les mois avant, mais le campus cyber, et en particulier avec l'ANSI, on a fait un grand exercice de crise qui s'appelait Rempart 22. L'idée, c'était de faire un véritable exercice de crise conjoint avec plein d'entreprises et puis après de faire des témoignages ensemble. Il y avait un scénario qui a été proposé, donc nous on a souhaité participer, mais les scénarios qui étaient proposés, c'était en gros Office 365, la bureautique est piratée, après Pivot, Directory, etc. Nous, on n'est pas éligible à ce type de menace, donc moi j'ai proposé un autre scénario. Et le scénario que j'avais proposé, c'est nous, on est hébergé chez OVH, et donc je leur ai dit, voilà, OVH se fait pirater par son infra de supervision, il y a des coupures de services, et ensuite ils font des pivots, et les attaquants finissent par chiffrer tous les hyperviseurs et les machines virtuelles qui sont dessus. Et donc nous, après, on doit réagir. C'est rigolo. Et Eric, c'est pas bon. Piratage, c'est la NSSI avec le club de la continuité d'activité. Oui, aussi. Ce sera simplement hébergé. Mais c'était piloté par l'ANSI avec brio parce qu'ils ont fait un super boulot. Mais voilà, c'était rigolo que le scénario qu'on ait, enfin rigolo, non, c'est pas rigolo pour les gens qui ont pris le ransomware, mais c'était étonnant, surprenant de. C'est juste que comme par hasard, tu avais prévu ce scénario, voilà. Et comme par hasard, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Comme si tu étais au courant à l'avance qu'il y avait une vulnérabilité sur les ESX. Et demain, j'ai un avion pour les Bahamas et je le bien. Et Vlad était aussi au courant, tu vois, sur le graphe qu'on a vu sur la planche d'avant, qu'il y avait un petit peu d'activité sur le sujet l'année dernière. Donc, allez, vas-y, Vlad, laisse le masque. On n'aura pas les enquêteurs. Donc, le Royal Mail, donc le service d'envoi de courrier et de colis au Royaume-Uni, en fait, a été victime d'un ransomware, donc le Logbit 3.0, nommé Black. Donc, ils ont été aidés par le NCSC, donc
le service Lancy au Royaume-Uni, pardon. Oui, pour se débarrasser du ransomware. Donc, l'impact a été plusieurs semaines d'interruption pour l'envoi de courrier et de colis vers l'international. Donc, Logbit a au début démenti. Donc, selon eux, c'était un autre acteur qui a juste lancé l'attaque. Puis, ils ont fini par confirmer que c'était bien eux. On n'a pas d'informations quant au montant de la rançon ou scénario d'infection. Donc, affaire à suivre. Et donc une autre marque, pareil, une marque anglaise, Yum qui a été victime d'un ransomware. Donc c'est la maison mère de KFC, Pizza Hut et Taco Bell. Donc on parle par exemple de 300 restaurants qui ont été fermés toute une journée à cause d'un ransomware. Donc on n'a pas d'informations, pareil, sur la rançon, le scénario d'intrusion ou même sur le ransomware qui a été utilisé. Donc, normalement, la conséquence, c'est une extraction de données, mais de données d'entreprise et non pas de données clientes. Est-ce vrai On trouvera les données des clients sur C'est les ça, forums. on verra sur. C'est ça. Américain. C'est américain, ouais. Ouais, Taco Bell, c'est. Il y avait leur pub, là, Yokero Taco Bell, où t'as un petit chien là, qui mange des tacos. Alors ça, c'est rigolo. C'est donc un chercheur qui a remonté une vulnérabilité sur le portail d'authentification centralisé de Facebook Meta. Et en gros, il était possible de contourner le MFA tout simplement parce qu'il n'y avait pas de limite à la tentative. En fait, en MFA avec code PIN, vous saisissez un code PIN et normalement, au bout de 4-5 codes PIN, ça vous bloque. Et là, il n'y avait pas de limite. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y avait exactement la même vulnérabilité, donc ça j'ai mis en 2016. En fait, un chercheur avait trouvé la même problématique sur les infra bêta de Facebook, sauf que les infra bêta avaient accès à la prod. Donc en gros, avec un compte de prod normal Facebook, on se connectait sur bêta Facebook ou le basique bêta Facebook, on avait accès à un vrai compte et on pouvait mettre des codes PIN à l'infini. Et donc, c'est 6 ans après, ils font exactement la même vulnérabilité. Ils ont remplacé bêta par méta, en fait. C'était une blague. Le même code et puis ils ont mis méta. Sinon, en juillet dernier, on en a déjà parlé plusieurs fois, Microsoft a enfin bloqué par défaut les macros sur Office, enfin si votre Office est à jour. Et donc les fichiers Office qui viennent d'Internet ne peuvent plus activer les macros. Donc les attaquants, on retrouve juste une autre technique. Ils vous envoient des fichiers OneNote avec une espèce de gros bouton sous forme d'image GIF. Et quand vous cliquez dessus, ça déclenche un script et donc exécution de code. Voilà. Ça a été patché, ça? Alors, tu parles de. Vas-y, je te laisse finir. Vas-y. Ok. Donc Vidar, un infostealer, en quelques mots, évolution du sujet avec cette exploitation en fait de méthode d'exploitation qui change. On passe de la partie hameçonnage avec des courriels vers l'usage des réseaux sociaux. Et l'idée, a priori, de cet infostealer, c'est de se baser sur les réseaux sociaux tels que TikTok, Telegram, Steam, par exemple, ou Mastodon même, pour les utiliser comme des serveurs intermédiaires de C2. Il a été identifié pour la première fois en 2018 et c'est un malware commercial prêt à l'emploi, capable de récolter pas mal d'éléments. Donc, il suffit de le lancer et c'est parti. Là, le fait d'aller vers ces vecteurs de réseaux sociaux lui permet d'être plus versatile. Donc, la nouvelle version qui est en 56.1 permet aux données modifie aussi la manière dont les informations sont volées. Elles sont plus volées de manière claire. Ils augmentent le niveau de standing pour éviter que ça puisse se faire piquer sur le chemin. Et ben, maintenant, Vidar chiffre ces données qui sont exfiltrées via un mécanisme de compression chiffrée. Voilà pour le sujet. Et donc, Vidar, on aurait pu aussi en parler de d'autres sujets tels que des infostealers comme KPOT, entre autres, puisqu'il y a une recrudescence, là, ça mériterait d'y passer un petit peu plus de temps,
il y a une recrudescence d'usage de ces investisseurs et puis d'association à un mode botnet avec des C2. Bien sûr, ce malware, enfin ce groupe outils qui utilise Mastodon comme command control, c'est bien parce que tu vois, Eric, il fait constamment la promotion de Mastodon. Mais tu vois, tu n'as pas le seul, Eric. Les cybercriminels aussi font la promotion de Mastodon. Ils te soutiennent. Si tu relis ma thèse, c'est un mode classique de C2 des réseaux sociaux. C'est bien, tu t'embêtes. Premier sujet, c'est grosse suite de données chez Cellebrite avec 1,5 Tera de données et MSAB aussi, c'est deux outils qui permettent de faire de la capture et de la collecte de données sur les smartphones. Ils sont publiquement accessibles sur le site web d'Ido Secret. Voilà, bon, ça fait beaucoup de Tera à télécharger. Ouais, ensuite, ça a été donc le point Git donc du site du Stade français Paris Rugby, donc l'équipe de rugby nationale, donc qui a été accessible pendant 420 jours jusqu'à une alerte de Cyber News. Donc le problème au-delà du code source qui a fuité, c'est qu'il y a beaucoup de secrets qui étaient présents dans le code, donc qui a pu être qui a leaké. Donc on n'a pas encore les répercussions de ces secrets leakés. Mais du coup, il y a une étude qui a été faite et donc 2% en fait, des sites web dans le monde ont leur point Git d'accessible et d'exposé. Si la France, elle n'a pas perdu un match là récemment, c'est pas à cause de ça? Peut-être. Alors ça, autre fuite de données, Ça va, on vous dérange pas? ça devient le café. Une blague de comptoir. Ça va mal finir le cire. Donc oui, Riot Games qui a été piraté et tout le code source de League of Legends a fuité. Les attaquants ont demandé une rançon que Riot n'a pas payée et voilà. Pas grand chose de plus si ce n'est regarder Arcane, superbe série animée faite par un studio français. Disponible sur Netflix et d'ailleurs Netflix, panne majeure. Oui. Les boîtes de jeux vidéo sont quand même, comme beaucoup dans l'industrie, mais sont très ciblées. Oui. Et c'est beaucoup de studios, de petits studios indépendants qui font les jeux. Et non, mais c'est des projets. Elle est très gros, mais tu as plein de petits studios qui sont une dizaine de personnes, etc., qui bossent pour ces studios-là. En France, on peut penser à Microhits, qui est un gros éditeur. En fait, ce gros éditeur chapeaute tout un tas de petits éditeurs, c'est une relation client-fournisseur, et ces gens-là sont complètement à la ramasse en matière de sécurité, et ils se disent oui, mais ça n'arrive pas d'autres. Oui. Ah oui, il y a aussi leur outil anti-triche qui a été, le code source a été volé, ce qui fait qu'ils vont devoir repenser toute leur technique anti-triche, même si globalement, l'anti-triche, ça se contourne facilement si on développe son propre outil. Et de base déjà assez mauvais. Et il y a Christophe qui parle d'une fuite aussi sur GTA 6, effectivement, il y en a une mi-janvier. Encore? Ouais. Je n'ai pas vu celle-là. A priori, là, ils évoquent des nouvelles fuites en plus de celles de l'année dernière. À voir. Mais oui, il y a une annonce. Ok, donc panne majeure Netflix, on passe. Panne avec un S chez Microsoft. Mais qui dit panne chez Microsoft? Ouais, en fait, je ne sais pas si le rasoir de Hanlon, ça parle à tout le monde. Mais le rasoir d'Hanlon, il dit ne jamais attribuer à la malveillance ce que la bêtise seule suffit à expliquer. Là, en l'occurrence, une petite 5 heures de panne sur l'infrastructure de Microsoft 365 et un peu comme l'histoire que tu évoquais tout à l'heure sur du Defender, il faut croire que chez Microsoft, ils aiment bien pousser des confs sans forcément vérifier les conséquences. Et là, on révèle que le problème de cette panne de 5 heures a été déclenchée par la modification d'une adresse IP d'un routeur WAN qui, à l'aide d'une commande qui a été soigneusement vérifiée, correctement travaillée, a eu un comportement différent que celui qui était attendu sur les différents périphériques. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ça a provoqué l'envoi des messages à tous les routeurs du WAN qui ont eu en fait à modifier leur table et à recalculer les paramètres. Alors, il n'est pas précisé si on parle d'un protocole de routage ou non, en tout cas, ou si c'est du MPLS. En tout cas, ça a été suffisant pour tout foutre en l'air.
Et pendant ce recalcul, il n'y a pas eu d'acheminement de paquets correctement, du coup, d'où l'indisponibilité de cette panne. Et de deux, parce que sur Outlook, quelques temps plus tard, on se retrouve le 7 février. Là, la première panne est datée du 27 janvier. Le 7 février, là, un petit peu moins ciblant l'ensemble de la planète, mais plutôt Amérique du Nord. Et puis ensuite, c'est tombé sur l'Amérique un petit peu plus élargie, Israël. Là, c'est Outlook.com qui a été indisponible. Le temps d'indispo n'a pas forcément été spécifié, mais suffisant pour quelques semaines plus tard, après le premier incident, juste montrer l'infiabilité, la problématique de Microsoft, sans compter tous les problématiques de ralentissement avec Teams et les problèmes de synchro avec OneDrive, sûrement victimes de leur succès. Mais bon, là, sur ces deux coups, le Defender de tout à l'heure, et puis sur le coup de la mise à jour des IP du routeur One, on est bien dans la bêtise du changement. Alors, voilà, à voir pour l'expérience de la gestion des changements. Et puis pour l'état des services, un fil Twitter qui vous donne les statuts où là, Microsoft vous indique en pseudo-temps réel les impacts qu'il y a sur 365, et puis un portail derrière une dizaine de services Microsoft qui vous montre l'état de chacun des services qui sont supervisés. Chaque grand fournisseur cloud a ce genre de site pour avoir l'état de leur service, mais si tout tombe en panne, même ce site-là ne fonctionne plus. C'est ça qui est marrant, voilà. Il faudrait voir le jour où. Bonne question. Sinon, il y a Is it down for me or for everyone? Et il y en a un autre, c'est Down Detector. Alors, Down Detector, c'est plus les utilisateurs. Alors, côté, on va dire Red Team, le premier, c'est un petit loader pour contrôler les EDR, des techniques pour les contourner, il y en a plein, mais bon, voilà. Et après, 2 mises à jour de TrackMap Exec, magnifique outil français. Donc, le premier, c'est l'intégration de la collecte Bluedown, donc entre guillemets, on va plutôt dire SharePoint. Et le deuxième, c'est la possibilité de faire du password spraying sur VNC et aussi d'avoir des captures d'écran du résultat de la fenêtre VNC. TrackMap Exec, c'est vraiment un outil génial pour faire des audits en interne. Et c'est français. Pour ça, je passe. Pin Castle 3, alors Vincent n'a pas encore publié, mais la version majeure 3 va apporter beaucoup de changements, en particulier un bien meilleur support d'Azure AD. Et enfin bon, on verra quand ce sera publié. Et je crois que je me suis trompé sur la phrase du dessous. C'est un mauvais copier-coller, ça. Je vais souligner quand même que Pin Castle, c'est un outil super facile à utiliser. Et qui apporte de bonnes actions à mener sur vos AD. Et là, en l'occurrence, si le 3 supporte Azure AD, c'est une bonne évolution. Mais n'hésitez surtout pas, je ne suis pas là pour faire de la pub, mais n'hésitez juste surtout pas à utiliser cet outil parce que il vous apportera beaucoup. Oui. Et de mémoire, il n'est pas gratuit, donc n'hésitez pas à verser une petite dîme si vous trouvez ça utile et que vous en avez le moyen. Utilisateur client final, c'est gratuit. Ouais, utilisateur client final, quand tu t'en sers pour ton AD, il ne faut peut-être pas pousser non plus, tu vois. Oui, non, mais après, je crois que c'est cité auditeur, je crois. Oui. Ouais, même si vous payez, voilà, ça vaut vraiment le coup d'utiliser cet outil-là, parce qu'en plus, comme tu le dis, JP, voilà, verser une dîme, c'est-à-dire que vous estimez ce qui vous rapporte, et je pense que c'est on ne peut plus juste comparé à certains produits du marché où on vous demande une blinde et puis les promesses ne sont pas tenues. L'avantage, c'est que vous avez de quoi verser ce que vous estimez juste et vous en aurez pour votre argent. Ah, c'est vraiment super. Il est français, encore une fois, j'ai pas vu de drapeau là. Donc ensuite, au niveau des requêtes d'AWS, donc le chiffrement des données est maintenant par défaut en AES 256. Donc avant, l'AES 256 était disponible, mais pas automatiquement activé. Donc des alternatives au chiffrement par avant, SSE-C et SSE-KMS. Donc deux différents. Donc un où c'est vous qui contrôlez vos clés et l'autre où c'est Amazon qui contrôle vos clés. Maintenant, passez sur AES. Suite de qui passe, mais c'est juste parce que la mise à jour en 2.53 avant l'histoire de la vulnérabilité qui n'en est pas une est pour moi importante parce qu'en fait, qui passe, ça permet de gérer l'authentification forte par OTP. Mais avant, il n'y avait pas la saisie automatique. C'est-à-dire que moi, j'utilise beaucoup qui passe où en fait, je fais CTRL-ALT-A et directement, ça m'auto-saisit le login, le mot de passe et l'OTP.
Et là, maintenant, ça le fait. Avant, ça ne le faisait pas. Il n'y avait pas l'OTP qui était intégré. Sachant que, attention, moi, ce n'est pas du double facteur d'authentification. Si j'appelle ça du 1,5. Ouais, c'est pas du 1,5. Parce qu'en fait, sur le même équipement, je saisis à la fois mon login et mon mot de passe, mais j'ai aussi mon OTP qui est généré. Une double authentification faible. Donc, on ne te félicite pas puisque tu viens de tuer tout le principe de l'authentification forte. En fait, il y a beaucoup qui font comme ça, mais bon, voilà. Mais c'est une aberration en matière de sécurité. C'est pas exceptionnel, mais c'est Alors, dans Bitwarden, Vault Warden, tu l'as, oui. Mais ne faites pas ça, puisque le principe de l'authentification forte, c'est d'avoir deux facteurs différenciés qui ne soient pas au même endroit. Ah, mais tu connais l'histoire du cordonnier et tout ça. Ouais. Donc, c'est pas 1,5, hein, c'est 2 fois 1. Vlad qui ferait ça. 2 fois 1 égale 1. Sinon, ça c'est rachat d'Amosis par Allemande. Et ce qui fait que, sauf que là, il ne reste plus que 2 CST indépendants. Donc il y a Synactive et Indépendant. Qui ne dépend pas d'un groupe, qui est vraiment indépendant. Quoi, qui est pas... Alors, sachant que QuartzLab, il y a un fonds oui. dedans, et Synactive, je crois aussi. C'est différent, Synactive. C'est les managers qui sont montés. D'accord. Alors, Marc-Antoine, es-tu là? Nous t'invoquons. Parle-nous. J'invoque à Marc-Antoine de niveau 3. Marc-Antoine de niveau 3 devrait être présent. Okay, Est-ce que ça marche? Oui, on t'écoute. Oui. Bien, bonjour à toutes et à tous. Semaine très chargée, enfin, pardon, même c'est un mois très chargé au niveau législatif. Il n'y a pas de jurisprudence. Nous avons d'abord le règlement DORA sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier. Donc, ce sont des règles de cybersécurité pour la totalité des entreprises du secteur financier, banques, assurances, courtiers et tous leurs prestataires IT. J'insiste pas là-dessus. On a beaucoup communiqué, notamment avec Jean-Philippe et avec Vlad. C'est pour m'éviter de dire trop de conneries sur le sujet. Et j'ai plein de littérature sur mon site web Technique et droit du numérique qui vous détaille ça. Et un excellent article dans MISC aussi du mois de novembre ou décembre dernier. Donc, j'insiste pas. Ensuite, les deux textes suivants sont 2 directives. Donc, on a la directive SRI V2 ou NIS V2, on l'appelle comme on veut. Et en fait, qui est à lire après la 3e, qui est la résidence des entités critiques. En fait, le système est simple. Vous prenez les OIV en France, c'était la loi de 2005, et les SIV, système d'information d'importance vitale, ça c'était la LPM de 2013. Et ben, l'UE fait la même chose. Donc, on commence par désigner des entités critiques. C'est toujours les mêmes secteurs. C'est l'alimentation, le transport, les eaux usées. Il y a toute une liste qui est en annexe. Et quand on est entité critique, on doit faire de la sécurité physique de ces sites, de ces bâtiments, faire des grosses analyses de risque, machin. Et quand on est entité critique, on est d'office désigné comme entité essentielle ou importante au sens de la directive NIS 2. Alors, je cherche les numéros parce qu'on s'y perd. C'est la 2555, pardon. Et là, NIS 2, c'est comme NIS 1 en boosté, c'est-à-dire une énorme quantité d'obligations en matière de sécurité des systèmes d'information. D'ailleurs, on ne dit plus sécurité des systèmes d'information, on dit résilience, cyber-résilience. Voilà, ça c'est pour vous donner le débat et on va probablement venir vous en parler avec Eric Barbry lors de la JSSI à venir. Juste une question, si je peux. Oui, c'est l'État français qui continuera à désigner les organismes qui sont de ce niveau-là. Alors, les entités critiques, de même que les entités essentielles ou importantes, c'est une désignation par les États membres, mais en fonction de critères obligatoires qui sont posés soit dans la directive entité critique, soit dans la directive NIS 2. Et NIS 2, elle est particulièrement compliquée à lire puisque, par exemple, quand on est un Internet Exchange Point, quelle que soit la taille, on est compris dans NIS 2. Puis il y a d'autres domaines où il y a des volumes en fonction du chiffre d'affaires ou du nombre de salariés. Il y en a d'autres où c'est en fonction de ceci, en fonction de cela. Mais ces désignations, normalement, par les États membres, individuellement, qui vont reporter au profit de l'Europe pour voir si le job a été fait. Et le seul truc qui est encore hésitant dans la directive résilience des entités critiques, qu'on appelle Critical Entities, parce que sinon on n'y arrive jamais, et dans NIS 2, c'est qu'il n'est pas dit que les désignations sont publiques.
Or, dans le régime de Nice 1, d'après les déclarations de Guillaume Poupard qu'il avait faites au mois de juin 2021, on a découvert à cette occasion que les désignations n'étaient pas publiques et donc elles étaient faites voilà, de manière non publique. Alors, ce n'est pas vraiment secret, mais ce n'est pas public. Donc, on ne connaîtra pas la liste des entités Essentiel, tu veux dire, Marc-Antoine? Sans doute. Il n'y a pas une histoire de changement de l'appellation où c'est Si. mais c'est en 2 lettres, EV ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Non, ouais, ben justement, Marc-Antoine, en fait, on parle d'entité critique dans la directive la 2557, mais en fait, au sein de la NIS V2, on distingue 2 types d'entités, les entités essentielles et les entités importantes. Ça veut dire qu'avec ces 2 directives, on a 3 dénominations d'entités. La question, c'est est-ce qu'il y a du recouvrement sur les entités critiques et les entités essentielles à la vue de la NIS 2? Je crois que vous pouvez dire ce que vous voulez. Je pense que Marc-Antoine a eu un souci de connexion. Ah, ok. Bon, ben voilà. Effectivement, je vous recommande aussi publicité pour le podcast Comptoir Sécu. Donc, il y a son Sec Hebdo qui est sorti il y a quelques jours et il parle justement de NIS 2 également. La loi LOPMI. Alors, bon, je vais faire mon Marc-Antoine. Il va revenir, t'inquiète pas. De ce que j'ai compris, alors juste la LOPMI, de ce que j'ai compris, c'est une loi qui dit qu'il est interdit de faire des choses interdites. Si j'ai bien compris ce que m'a expliqué Marc-Antoine. C'est pas ça, non, Eric? Ce que j'ai compris, c'est en gros, c'est si tu permets de façon cachée. Quand Vladimir nous faisait du juridique. Vous voyez ce qu'on va faire? Attends, voilà, on va attendre qu'il revienne. On va voir comment il va te l'expliquer. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai compris. C'est qu'en gros, ils ont rajouté un côté Darknet, Tor sur la vente de choses illégales. Et qu'en gros, si tu vends des choses illégales sur des réseaux d'anonymisation à des gens anonymes, bah, c'est pas légal. Confirme. Donc, voilà, vous vous foutez de moi, mais c'est ça en fait. Il revient ou pas? Par contre, si on revient sur ce qu'était en train de dire Marc-Antoine, c'est que les entités essentielles, elles sont désignées de manière non publique. Par contre, les entités importantes, elles le seront. Et les entités critiques, elles seront quoi? Désignées de manière discrète ou de manière publique? Bonne question. Ouais, ce que je vous propose, c'est de passer au slide suivant. Marc-Antoine va revenir. Il reviendra. Alors ça, c'est juste un truc qui est sorti dans le Canard, je crois. C'est qu'apparemment, selon, je ne sais plus qui, mais chez le cabinet du Premier ministre, apparemment, la France est à la ramasse en matière de cybersécurité. Donc, bon, toutes les agences apprécieront. Hein. C'est vrai qu'il y a une forte critique par rapport aussi à l'ANSSI, qui n'a pas eu le Premier ministre depuis des années. Bon, voilà. En général, le Canard, ça permet aussi de laver son linge sale en public. Le deuxième point est assez rigolo. Alors, vous connaissez tous le terme Juarez, c'est tout ce qui est piratage de logiciels, de films, etc. Et la Biélorussie, elle a légalisé la Juarez, et uniquement si le contenu vient de pays qui sanctionnent la Biélorussie. Les États-Unis sanctionnent la Biélorussie, Disney, c'est américain. Donc, les Biélorusses ont le droit de pirater le publicité. C'est quoi la Biélorussie? La Biélo. Non, c'est la version bio de la Biélorussie. Je me suis trompé dans mes fautes, j'ai fait une faute. C'est la Biélorussie. Oui, c'est ça. Qui se sont reconvertis. Hein. C'est quoi le Juarez biélorusse alors? Ils ont développé quoi comme. Bah rien, ça simplement, tu ne seras pas poursuivi en justice si tu fais tu télécharges des films Juarez de Disney ou des logiciels Adobe ou des trucs comme ça. Américain. Ce qui était déjà le cas. J'ai vu plein de fautes sur les slides, il faudrait que je les corrige tout à l'heure. Arrêtez les sanctions alors, parce qu'on a peur. Hein. Ah bah, très, très peur. Ouais, voilà. Donc l'infrastructure de Hive donc, qui a été saisie, donc grosse saisie. Ils ont réussi à retrouver du coup pas mal de clés de déchiffrement qu'ils ont pu du coup envoyer aux victimes du ransomware dans le passé, donc qui daterait de juillet 2022. Donc cette saisie a été faite par le FBI et Europol, donc avec une participation de la police française en partie. Et donc après 1500 victimes dans le monde, dont 58 françaises, on fait face à une fin de temporaire, oui, je pense. Mais du moins pour quelques temps, une fin de Hive. C'est toujours du bien de voir ces saisies-là.
Alors celle-là, elle est rigolote. C'est un hacker finlandais qui était recherché depuis des années, qui a été retrouvé en France parce qu'en fait, alors, ce que j'ai compris, il est sorti en boîte ou je sais pas quoi, il a trouvé une fille qui a ramené chez lui, il était chez la fille. Je crois qu'il l'a tapé ou je sais pas quoi, et donc, il y a eu des plaintes de ses voisins, donc la police est là sur qu'il était recherché. Et surtout, c'est une personne qui était membre de l'Olsec et Lizard Squad. Alors là, on remonte à il y a plus de 10 ans, mais déjà l'Olsec, c'était des pirates qui se sont fait connaître il y a quelques années, parce qu'ils ont piraté genre Sony, plein de choses comme ça. Et surtout, ils pirataient, mais sans objectif autre que pirater et se moquer des cibles piratées. Et il y avait une histoire fameuse parce qu'en fait, un des membres, le leader quasiment, c'était Hector Xavier Montségur, qui s'appelait Sabou, qui s'est fait donc arrêter. Alors, je ne sais plus comment il s'est fait arrêter, mais il s'est fait arrêter. Mais par contre, par le FBI, il l'a laissé opérer, discuter avec les autres, et il l'a utilisé comme une taupe pour infiltrer les autres et arrêter tous les autres du groupe LOLSEC. Et donc, il a fait de la prison, mais pas beaucoup, je crois. Et il est sorti. Non, je ne crois pas qu'il en ait fait beaucoup. Ouais. Et il s'appelle comment, le gars c'était quoi son pseudo, le gars qui l'ont arrêté? Je ne sais plus, il faut regarder l'article. Parce qu'il y a justement eu un podcast du gars qui a arrêté Sabou pendant 1h30, un podcast américain, pour être envoyé pour les infos. C'est quoi, Darknet Diaries, non je sais plus, je te dirais. Et il disait qu'il y avait un pirate qu'il n'avait pas réussi à arrêter, il ne savait pas qui c'était. Ah bah c'est peut-être lui. Et donc ça serait sympa de savoir si c'est celui-là. Regardez, ouais. Parce qu'il disait, dans toutes les investigations, on a cherché, on n'a jamais réussi à le retrouver. Ni à savoir qui c'était, ni même s'il existait ou si c'était plusieurs personnes. Il était en France, il était chez nous. Donc ça pourrait être très intéressant. Et alors donc lui, le Sabou, là maintenant, il est au bord d'une société qui s'appelle Oxide Technologies, qui fait des scans de vulnérabilité interne ou externe, un truc comme ça, qui est monté par des Français, je crois. Et il était aussi membre de Lizard Squad. Et Lizard Squad, pareil, quelques années plus tard, ils se sont fait connaître par beaucoup de dénis de service, où en gros, ils avaient monté un botnet principalement en piratant des routeurs SOHO, c'est-à-dire des routeurs SOHO, c'est, je sais plus quoi, c'est Small Home et Small Office, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est en gros des routeurs que vous avez dans les petites entreprises ou chez vous. Ils les pirataient pour ensuite servir de rebond et après faire des dénis de service. Et ils ont tout pété à l'époque. Il y avait PSN, donc PlayStation Network, Xbox, Facebook, Instagram, etc. À l'époque, ça avait fait beaucoup de bruit et ils vendaient ensuite le service enfin, c'était pas le déni de service, ils l'appelaient comme test de charge. Donc, ils vendaient des services de test de charge en ayant fait des démonstrations sur les plus grands du web de l'époque. Le deuxième point, c'est juste pour une référence pour ceux qui sont intéressés par l'histoire de l'Ulsec et de Sabou. Si vous voulez avoir plus d'infos, il y a un super bouquin qui a été écrit par Parmi Olson. Je vous mets la référence, c'est We Are Anonymous. Super facile à lire. Et vous aurez des infos qui datent du moment où elle a publié le bouquin en 2014, 2013, je crois. Très intéressant à lire comme bouquin parce qu'il vous montre comment ça fonctionne, comment en fait les jeunes, là en l'occurrence pour certains, se désocialisent et se resocialisent sur l'internet et pour s'amuser, s'échangent des combines pour pouvoir exploiter des vulnes et puis de proche en proche en fait ils apprennent et ils se spécialisent et le mécanisme, le mode de fonctionnement social en fait d'interaction entre les pirates et voire après derrière jusqu'on peut avoir parce que ils l'ont appâté Sabou parce qu'il avait aussi 2 enfants et c'est un peu ça qui a fait qu'il a accepté en fait l'offre du FBI. Mais je vous laisse à la lecture de ce bouquin-là qui est intéressant sur le sujet. Tu pourras m'envoyer les références, je les mettrai dans les slides. Ouais, et je l'ai mis dans le chat, mais je te les enverrai, je te les envoie sur notre. Sinon, alors, tu n'es pas membre de l'Olsec. Non, qui vit maquille. C'est sûr, parce que je l'ai vu dans l'article. Non, tu as lu de travers. Non. Donc, il se faisait appeler Ryan C, qui était le pseudo d'un mec de l'Olsec. Donc, qui était un groupe concurrent. J'ai regardé la liste des membres de l'Olsec, il n'y avait aucun Finlandais en fait. C'est ça que je ne comprenais pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est un groupe concurrent à la même époque. Le deuxième, ça par contre, c'est un Français qui s'est fait arrêter. Apparemment, il avait un site qui permettait de faire du blanchiment de fonds quand c'était sur Tor. Et sachant qu'il avait déjà été condamné 2 ans avant pour l'escroquer la carte bancaire. Et par contre, son identité, en fait, pour ceux qui savent, on l'a vite su parce que sur la photo de l'article de la gendarmerie, il y avait les photos des preuves. Et en fait, sur une des photos, il y avait. En fait, il s'est fait avoir parce que dans une
des photos qu'il avait publiées. Dans les métadatas, il y avait un chemin vers un fichier sur son disque. Et dans le chemin, il y avait son nom d'utilisateur. Et son nom d'utilisateur, c'est un nom qui est connu dans le milieu parce qu'il a participé à, je crois que c'est RootMe, enfin, il y a la construction de RootMe, il y a plein de choses comme ça. Donc, en gros, tout le monde le connaissait. Je pense que c'est ça qui a indiqué aux gendarmes l'identité. Ils ont commencé l'enquête comme ça. Ah, monsieur. Non, mais... Le problème, c'est que la photo qui a été publiée sur l'article, il y a le pseudo, il y a le chemin avec le pseudo. Donc, ça a été flouté depuis. Mais voilà. Il a donné des cours d'ailleurs dans je ne sais plus quelle école. Cela ne regarde pas. OVH, encore OVH. Ils ont été condamnés à 100 000 € après l'histoire de l'incendie de leur data center à Strasbourg. C'est un début. Ah bon. Donc c'est Bâti Courtage qui les a poursuivis. Alors pour faire simple, c'est que dans le contrat était indiqué qu'il y avait des sauvegardes, mais ça n'indiquait pas que les sauvegardes en fait étaient dans la salle juste à côté, et ça laissait même penser le contraire. Et donc en fait c'est pour ça qu'ils ont été poursuivis, que Bâti Courtage a gagné en justice. Par contre 100 000 balles, Bâti Courtage, ils ont tout perdu. Je ne sais pas si 100 000 balles c'est suffisant quand tu perds tout. En fait, là où je te dis que c'est un début, c'est parce que maintenant qu'il y a la jurisprudence, toutes les victimes de cette perte de disponibilité peuvent attaquer OVH sur les mêmes fondements et obtenir potentiellement, je parle sous la vérification de notre juriste présent dans la salle, peuvent attaquer et obtenir très facilement je vais peut-être revendre mes actions. Des résultats. Je note vendre action OVH. Reflet versus Drahi, c'est juste que Reflet a gagné dans l'espèce de censure qu'avait tenté le groupe Altis, parce qu'en fait Reflet, il y a eu une fuite de données, un piratage d'Altis, fuite de données. Reflet Info a récupéré les données pour faire une analyse du train de vie de la famille Drahi, mais de plein de choses concernant Altis. Ça a fait des articles sur le sujet et Patrick Drahi les a poursuivis en justice. Et bon, au final, Reflet a gagné. Le dernier point, alors ça c'est assez rigolo, mais ou pas, c'est que donc au Salvador, il y a une histoire d'espionnage avec le logiciel, enfin le malware, le spyware Pegasus du groupe NSO. Donc les gens se sont plaints, etc. Et donc il y a eu, ça s'est monté jusqu'à la Cour suprême du Salvador. Et la juge de la Cour suprême du Salvador a été notifiée par Apple qu'elle était espionnée par l'outil Pegasus sur une affaire concernant Pegasus. La boucle est bouclée. Voilà, c'est magnifique. Et donc ça, c'est important, c'est qu'Apple aujourd'hui, enfin depuis quelques mois, quand ils ont la capacité de détecter les attaques, les compromissions et l'espionnage dû à Pegasus, ils alertent les utilisateurs. Donc, vous avez un pop-up, attention, vous êtes potentiellement espionné par un gouvernement. Ils le font pas. Des nombreuses données qui collectent sur les téléphones des utilisateurs. Comment? J'ai pas entendu le vent. Sur la base des nombreuses données qui collectent sur les téléphones des utilisateurs. J'avais vu si quelqu'un la retrouve, ça m'intéresse, une espèce de mème avec, alors je crois que ça commençait par Apple, non pas Apple, je crois que c'est Microsoft qui disait on n'est pas content parce que on collecte les données de nos utilisateurs et ils le savent. Et après, Apple qui dit comment ça, vos utilisateurs ils savent que vous collectez toutes les données. Et le dernier c'est Linux qui dit comment ça, vous collectez les données de vos utilisateurs. Le même était assez rigolo. Si quelqu'un là, ça m'intéresse parce que je l'ai cherché, je l'ai pas. Et c'est vrai, Apple collecte en gros tout ce que vous faites sur un iPhone ou un iPad est collecté par Apple. Voilà. Après, c'est pour ça qu'ils arrivent à faire des produits qui satisfont les besoins de leurs utilisateurs. Exactement. C'est ça. Alors ça c'est parce qu'en fait on avait parlé pas mal de moyens numériques pendant la guerre, guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine. Et là, je mets en lumière deux podcasts. Je suis pas du tout objectif, mais donc le premier, c'est le Comptoir Sécu. Ils ont fait 3 épisodes, ils ont fait 3 épisodes, mais le troisième n'est pas encore sorti, justement sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie, avec juste tous les moyens numériques déployés. C'est pas mal technique, pas mal détaillé. C'est vraiment bien. Je vous recommande vraiment l'écoute de ces épisodes. Et côté No Limit Sécu, on a fait quelque chose qui est un peu différent, qui est plus orienté journalisme, avec Martin Wittersinger, qui vient témoigner de sa vision sur le sujet. Donc, je vous recommande vraiment l'écoute de ces épisodes. Christophe? Oui, alors, rapport Alliance qui sort tous les ans, qui met en avant un certain nombre de risques. Là, pour le coup, il n'y a pas, c'est pas ciblé sur le risque cyber. Ceci étant, ce que l'on constate, c'est que ce soit au niveau international, et là, en l'occurrence, on est plus basé sur l'Europe et on a un focus. Donc,
sur la partie pays dans le rapport bleu, donc celui des annexes, le rapport rouge étant un rapport un peu plus haut niveau. On voit qu'au niveau global, il y a une augmentation, enfin il y a toujours le risque cyber avec une baisse par rapport au rang de 2022 sur le pourcentage qui a été mis en avant, et on reste en position 1. Par contre, sur la partie France, on voit que même si on est avec un rang 2 en 2022 à 48%, on est avec 40% au rang 1 sur 2023. C'est-à-dire qu'il y a d'autres risques qui sont rentrés en ligne de compte. Là, je reste sur la France. Et sur les risques qui sont rentrés, on en a un qui va nous parler, c'est la crise énergétique avec les problématiques d'approvisionnement que l'on voit rentrer avec un 28% direct en 3e position. Et l'autre élément que je mettrai en avant, qui va aussi être en partie lié à une planche qu'on va présenter juste après, c'est la partie qui est 10e sur la partie France, mais plutôt 8e sur la partie globale. C'est la problématique de souffrance de pouvoir s'approvisionner en compétences, en personnes compétentes en fait sur les différents domaines, et ce qui est très vrai en fait dans le domaine de la cyber. Là, on ne cible pas le domaine de la cyber en particulier, mais c'est juste pour pas mal de domaines. Et on voit aussi que d'un point de vue global, même si en France, pour nous, c'est au niveau 3, le risque de crise énergétique, on l'a au niveau 4, et en grande partie lié à la prise de conscience de notre dépendance au gaz par rapport à la Russie, mais aussi pour nous, la France, la problématique que l'on a du maintien de nos centrales en conditions opérationnelles et les sujets de maintenance. Quand les centrales sont en maintenance pour beaucoup en zone hivernale, en période hivernale, ça pose problème. Voilà pour ce rapport que je vous invite à regarder. Alors, on parle baromètre, Panocrime, Panorama. Donc, le Panocrime du CLUSIF est sorti. Donc, la vidéo est consultable si vous le souhaitez. L'ANSSI a également publié son panorama de la cybermenace en 2022. Alors, très honnêtement, la couverture avec une fenêtre ouverte, le vent et tout, on sent le suicide du RSSI quand même. C'est pas envie. Oui, il y a quand même sur le panorama de la cybercriminalité du CLUSIF, il y a un groupe d'attaquants qui a. On en parle après. D'accord, tu en parles après. Donc, ouais, le design, il n'est pas. Enfin bon, voilà. C'est un peu particulier. Mais sinon, et donc il y a le baromètre du César aussi qui est sorti, qui est en gros un sondage sur quasiment tous leurs membres, je crois, comme ça. Non, ouais, en fait, l'idée, c'est que la plupart des membres répondent. Là, pour le coup, c'est grossièrement, c'est un tiers des membres qui ont répondu. C'est pas faute d'essayer que tout le monde réponde, de ce que je comprends. Ouais, ça reste par rapport aux connaissances que chacun va avoir. Alors, la plupart, c'est des RSSI, effectivement. Et c'est plutôt des RSSI de grosses structures. Exactement. Mais après, derrière, c'est un peu ouvert aussi. Ouais. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail du mode de fonctionnement du CESIN, mais on va dire que c'est ça, ouais, effectivement. Ils sont 328. Non, il y a 800 membres aujourd'hui au niveau du CESIN. Donc ça représente un tiers. Et donc, ce qui en ressortait, c'est sensibiliser et attention à vos données dans le nuage. Ce qui a été mis en avant, là, ça reste en lien avec des sujets et le rasoir de Hanlon, on voit que 38% des éléments qui sont en tête de la question parmi les causes des incidents de sécurité rencontrés par l'entreprise, cyberattaque incluse, quelles sont celles auxquelles votre entreprise a été concrètement confrontée, et on se rend compte que la plupart du temps, c'est de la négligence ou des erreurs de manipulation, de configuration. Donc, on voit encore une fois que soit formation, soit sensibilisation, des postes clés, c'est important, même si le second, c'est vulnérabilités résiduelles permanentes qui sont au sein du système d'information. Voilà, je pense que c'est intéressant de souligner parmi les différents éléments qui sont montés par le baromètre. Alors, il y a une critique de JP qui dit que ça ne fait pas 100%, mais je pense que c'est normal, c'est cumulatif, c'est-à-dire que oui. Certains répondent oui à plusieurs. Et puis la malveillance d'un prestataire, si tu vois que ce n'est pas des petites structures, parce que sinon ils auraient les bureauticiens, ça serait vachement plus élevé. Ouais, mais là, non, oui, c'est ça, tu as plusieurs options et tu réponds à plusieurs éléments, donc tu vas pas avoir les forces. Tu dis? C'était une blague. Ah, ok, bon, tu vois, je cours, j'adore ça. JP essaie de faire des blagues, mais il n'est pas à notre niveau. Tu as des groupes et tu as des collectivités. Des grosses structures. C'est des grosses structures.
30 informaticiens, c'est pas- Allez, conférence, comme ça on va encore parler d'Eric. Alors, passer Meetup aux INTFR, le panneau crime, il faut que je vire les A, c'est moche. C'est le 11 avril? Corinne. Corinne. Moi, j'ai noté que c'était le 14 avril. Non, Corinne, c'est le 5 avril. Ouais, j'ai plein de trucs à corriger, moi. Donc, effectivement, la JSSI, le 14 mars, je vais corriger immédiatement. La BotConf, ou BouffConf, comme je l'aime à l'appeler, à Strasbourg cette année, billetterie ouverte. Et je rajouterai effectivement C'est Corinne qui est le 5 avril. le 5 avril, sinon je vais me faire taper. IASTIC, toujours cet été. Est-ce qu'on va récupérer Marc-Antoine? Est-ce qu'il peut essayer de parler? Il essaye de parler. Oui, on t'entend. Oh putain, ça y est, je suis de retour. Bon, je suis désolé pour le micro tout à l'heure. Oui, une question? On revient Tiens, sur attends, tes slides. on revient sur l'OPMI là, parce qu'ils se sont foutus de moi quand je leur ai dit que c'était une nouvelle loi qui interdisait les choses interdites. Ah oui, alors ça, c'est le truc qui fait rigoler tout le monde. En fait, la LOPMI, si on la prend et qu'on en fait un docWord écrit un peu petit, ça fait 25 pages. Hein. Sur les 25 pages, il y a 20 pages qui sont des modifications du Code de procédure pénale. Donc, a priori, c'est à vocation pour les forces de l'ordre et les services de la justice. Donc, ça, c'est pas essentiel. Et ils ont profité de la LOPMI pour faire ce qu'on appelle du cavalier législatif, c'est-à-dire saupoudrer des petites modifications à droite à gauche. Alors, la plus importante, quand même, c'est une modification du tarif pénal de 323.1 du code pénal, c'est l'accès et le maintien frauduleux. Et j'ai fait une petite vérification. En 10 ans, en fait, les prix ont été multipliés par 3. Hein, parce qu'on est passé de 2 ans à 3 ans de prison et on monte aujourd'hui jusqu'à 150 000 d'amende. Et de là, ils ont rajouté d'autres petits délits, alors à droite, à gauche. Ou même un article dans le Code des assurances. Alors, dans le Code des assurances, vous avez tous dû suivre le débat depuis 6 mois, 1 an, où on nous dit, oh là là, mais bientôt, on va pouvoir se faire rembourser le paiement de la rançon lorsqu'on s'est fait cryptoloquer. Alors, j'ai été regarder ce qui a été voté, c'est l'article dans le Code des assurances L1210, je sais pas quoi, 1, un truc comme ça. Et il est dit dedans que si vous voulez vous faire indemniser par l'assurance, il faut porter plainte dans les 72 heures. Et à côté de ça, il y a une phrase qui est un peu sibylline. Et moi, j'ai été chercher en droit civil ce que ça veut dire. Et en fait, avant qu'il y ait un remboursement d'une rançon par une compagnie d'assurance, je peux vous dire que les compagnies d'assurance vont faire du contentieux civil, hein, parce que les contrats d'assurance, c'est des beaux contrats de droit civil. Et quand les assurances ne veulent pas payer, ils font du contentieux. Première instance, appel, cour de cassation. Avec ce qui est marqué dans cet article-là, vous allez en cassation, vous êtes certain que jamais vous serez remboursé du montant de l'assurance. Donc, bon courage pour les compagnies d'assurance ou ceux qui attendent le remboursement, il ne va rien se passer. Bon, il y a ou deux articles bricolos. Il est dit que lorsqu'on met un cryptolocker et qu'on met en danger de mort quelqu'un qui est sous assistance, machin, on risque beaucoup plus que si on a juste mis un cryptolocker. Là, on risque 10 ans de prison et 300 000 d'amende. Enfin bon, c'est juste histoire de faire un délit spécial pour les hôpitaux qui se font cryptoloquer sur le territoire national, donc ça ne va pas changer grand-chose. Et effectivement, le dernier délit, celui qui est le plus marrant, c'est si vous faites un truc interdit sur une plateforme en ligne qui est réservée à des gens qui viennent via un processus, je cite, d'anonymisation, ça aussi c'est interdit et c'est, je ne sais plus, 150 000 et 50 prisons. En fait, c'est le législateur qui se dit, bon, la précédente loi n'était pas claire. Dans le doute, je crée un délit. Ça ne me coûte pas cher de le faire. Je glisse ça dans une loi type LOPMI. Et puis, si un jour, j'attrape un tocard qui exploite depuis le territoire national une plateforme type Tor pour aller vendre de la drogue, des armes, enfin bref, tout ce qui est interdit, ce jour-là, j'ai peut-être le moyen, si je l'identifie, si je le trouve et que j'arrive à l'attraper, ou alors je le condamne par défaut et je demande l'assistance judiciaire de tous les pays, si vous le chopez, envoyez-le moi. Et là, à ce moment-là, il risque de la prison en France. Si on a une jurisprudence en 10 ans, ce sera un maximum. Une remarque. Non, c'est un problème de spécificité des infractions. Ouais. Et, en gros, on ne pouvait poursuivre les gestionnaires de plateformes qu'au titre de la complicité. Ah, ok, d'accord. Et pour prouver la complicité, il faut prouver l'infraction principale. Et donc, il faut arrêter les trafiquants.
c'est-à-dire ceux qui vendent les produits. Ouais. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir une infraction autonome. Et c'est le trafiquant qui devient le délit principal. Ok, d'accord. C'est le gestionnaire de la plateforme dédiée Ouais. au trafic. Ok. Tu ne pouvais pas arrêter le gars qui tenait la plateforme Sans avoir d'abord prouvé qu'il y avait une infraction du côté de ceux qui vendaient celui des qui s'en produits sert. illicites. Il n'y avait pas d'infraction, donc c'est surprenant. Pas d'infraction, pas de sanction. C'est le principe classique en droit pénal. et c'est gênant parce que comme tu es sur une délinquance internationale, on avait des gestionnaires de plateformes français qu'on ne pouvait pas arrêter parce qu'il y avait des gens qui trafiquaient à l'étranger avec leur plateforme. Ah ouais, donc si tu savais qui était le gars, il était français, mais comme les trafiquants étaient à l'étranger, c'est fou. Et voilà. Donc c'est juste ça. Donc après, c'est écrit de façon un peu compliquée parce qu'on s'est tordu la tête pour arriver à cet équilibre-là, mais c'était bien ça l'objectif. C'était pour contourner les limites de la complicité par fourniture de moyens. Marc-Antoine, Ouais. j'ai une question, Christophe, là, si on revient sur la planche de N'oubliez pas que ça Marc-Antoine. enregistre. Oui. Ouais, elle est importante. C'est l'apport notionnel, en fait. Dans la NIS V2, on a la qualification d'entité essentielle et d'entité importante. Oui, c'est juste Et une question de seuil, la différence entre les deux. Donc, Tu il n'y dis? a pas de souci. C'est une question de seuil entre les deux. Mais à un moment, il disait essentiel ou important. Des fois, c'est essentiel et important. Mais globalement, c'est le même régime. Il n'y a pas de définition à part pour l'un ou pour l'autre. Hein. Ça va être par désignation en fonction des catégories fixées dans les annexes de la directive. Ouais, donc du coup, en fait, il y a une méthodologie pour discriminer en gros une entité. Soit on Oui. la définit comme essentielle, soit comme importante. Et la directive qui est juste en dessous, la 2557, elle définit les entités critiques. Oui. Et la question, c'est est-ce que en fait, il y a un recouvrement entre ce que peut être une entité critique de la 2557 et ce que peut être une entité essentielle de la 2555, voire d'une entité importante de la 2555. Alors, dans ce sens-là, c'est assez simple. Quand on est entité critique, on est d'office entité essentielle au sens de NIS 2. Mais dans NIS 2, il y a une liste en plus d'entités qui ne sont pas critiques, mais qui seront considérées comme essentielles ou importantes au sens de NIS 2. Et NIS 2, tu as beaucoup plus large que les seules entités critiques. Mais si on est entité critique, on est direct NIS 2 en plus. C'est comme les OIV et la SIIV. Après, c'est une question de périmètre sûrement dans le système d'information, mais globalement, c'est la même manière. Tu es opérateur d'importance vitale, et ben, si tu as de l'informatique qui permet de rendre ton service dit vital, et ben, directement, tu prenais la LPM 2013. C'est exactement le même mode de fonctionnement. Et je suis en train de terminer des tableaux de concordance entre entité critique, NIS 2, NIS 1, l'adoption en France de NIS 1 par un décret de 2018 qui n'est pas facile à lire, et toute la législation OIV LPM 2013, et ça se recoupe globalement pas mal. Et en plus, il y a DORA. Et en fait, quand on est entité critique ou quand on est entité NIS 2, l'exception, c'est DORA. Parce que quand on est dans DORA, on prend juste DORA, qui est censé être l'équivalent de NIS 2 pour la partie sécurité des systèmes d'information. Voilà, je suis en train de mettre ça au clair, mais c'est à peu près comme ça que ça marche. Ok, mais DORA, c'est bien pour le financier, on est d'accord? Ouais, et tous leurs prestataires de services. Hein. Attention. Ouais, ok. Donc en fait, si on fait une petite synthèse rapide, on a bien trois types, avec les deux directives, la 2555 et la 57, on a bien trois types d'entités au global qui sont critiques, essentielles et importantes. Oui. Et si tu rajoutes la DORA, tu ça fait rajoutes 4, c'est les entités financières, c'est ça. Ok. Ça. Et Ça bien que ça va sûr, leur marcher. fournisseur, comme tu l'évoques. Ça veut dire que tout fournisseur de services IT a un client bancaire. Oui. Assurance, c'est compris dedans, et mutuelle, c'est compris dedans? Oui. Ouais, ok. Se doit en gros de vérifier la DORA pour être en règle, quoi. Ah non, c'est pire que ça. Dans DORA, il est écrit que l'entité financière demeure en toutes circonstances responsable du respect des obligations de résilience opérationnelle numérique, et que c'est à eux de faire le job pour que leurs prestataires le soient aussi, et que s'il y a un problème, c'est l'entité financière qui prend.
c'est écrit comme ça, parce qu'en droit français, c'est méga standard, hein. Le responsable de traitement, il est responsable de son sous-traitant, par exemple. C'est du droit commun. Tandis que visiblement, quand ça a été écrit comme ça dans DORA, c'est qu'il y a des pays de l'Union européenne où ça ne devait pas être le cas. Et là, c'est dit clairement. Donc, c'est en fait toutes les banques et les assurances qui vont, dans tous leurs contrats, prestations, développement, tout ce qu'on veut, qui vont exiger que leurs prestataires suivent les recommandations, les obligations techniques qui sont parfois assez détaillées, qui sont prévues dans DORA pour les entités financières elles-mêmes. Et pour plus de questions, je vous invite à faire un appel à votre avocat préféré, à savoir Marc-Antoine. La suite. Merci. Allez, dernier jeu de slide. Alors, ça, c'est un sujet important, c'est que le ministère des Armées a annulé sa participation au FIC, organisé par Avisa Partners, qui a racheté CIS il y a, je dirais 5-6 ans à vue de nez. Alors, officiellement, c'est la raison officielle, je crois que c'est trop cher, ils n'ont pas assez d'argent. Officieusement, c'est du fait de plein de raisons. Apparemment, donc déjà, il y a eu pas mal d'histoires sur Avisa récemment avec des articles sur leurs faux articles, justement. Apparemment, il y a des tensions également entre Avisa et les RANS. Il y a des hostilités aussi apparemment entre certains grands chefs au niveau des armées et le papa du dirigeant de Avisa Partners. Voilà. Il y a pas mal de raisons a priori officieuses, mais on ne sait pas si il y aura des suites, si d'autres gens vont quitter le FIC ou pas. Alors le deuxième article, c'est un article qui parle de cyberguerre où des jeunes s'entraînent à la cyberguerre. Le b.a.-ba de la cyberguerre, bon, franchement, la cyberguerre, déjà, ce n'est pas forcément un terme qui existe. Voilà. Je vous laisserai seul juge de cette couverture médiatique. Ensuite, alors ça, vous l'avez sûrement vu. Ah, j'ai encore fait une faute. Recrutement, il y a énormément de licenciements dans les entreprises de la tech américaine. Donc Google, Amazon, etc. Tout le monde licencie. C'est quand même à mettre au regard, c'est le graphique en fait qui est en bas, au regard des embauches qu'il y a eu chez ces entreprises au cours de l'année. Mais donc sur le graphique à droite, vous avez les pourcentages de personnes qui ont été licenciées. Ça reste effectivement important. Je ne sais pas ce que ça augure, mais il y a quand même beaucoup de licenciements dans les tech américaines. Et c'est celui-là, c'était une autre approche. Il y en a qui l'appellent le Texodus. Et il y a des éléments complémentaires parce que Dell a aussi licencié du personnel en complément de ce qui était sur le précédent. Et il y a HP et Cisco qui ont annoncé aussi fin 2022 des prévisions de licenciement à raison de entre 4 000 et 6 000 pour HP et 4 000 pour Cisco. Donc, a priori, ça continue la baisse. Et c'est assez impressionnant de voir certaines boîtes se voir juste dégarnir de leur personnel depuis 1 ou 2 ans, voire 3 ans, quand on regarde les chiffres d'évolution en fait, des salariés au sein de ces boîtes de la tech, quoi. Il y a d'autres graphiques intéressants sur la rentabilité de ces entreprises. Et la rentabilité baissait ces dernières années. Donc, c'est aussi une technique qui permet d'augmenter la rentabilité en virant les gens. C'est dégueulasse. Ouais. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Alors, recrutement toujours. Alors, le télétravail en France, ça tend le marché du recrutement. Parce que le problème, c'est que comme les gens peuvent faire du télétravail à 100%, ils peuvent être embauchés par des entreprises typiquement américaines qui payent beaucoup plus que les entreprises françaises. Et ça devient compliqué pour les entreprises françaises de recruter. Le deuxième point, c'est un article qui parlait justement des licenciements aux États-Unis, qui se posait la question de savoir si ça allait assouplir le marché en France. Bon, dans les faits, pas du tout. Et le dernier point, c'est alors il y a des sites avec 200 000 offres d'emploi, un salaire moyen de 20 000 euros par mois pour les développeurs, 15 000 euros pour les pentesters. Ça vous intéresse? En fait, ce n'est pas des offres pour les GAFAM, c'est des offres pour les cybercriminels par les cybercriminels. Donc, c'est un article qui fait une étude de plein d'offres d'emploi de cybercriminels et les salaires sont vraiment très intéressants. Mais il n'y a pas la sécu et la retraite. Il n'y a pas la sécu et la retraite. Et c'est-à-dire qu'il y a une assurance que tu vas faire bien sûr, ne faites pas ça et ne souscrivez pas à ces offres et ne faites pas de conneries. C'est juste pour la blague, hein. Dans le troll, je vous rappelle. Ensuite, ça c'est assez fou, une vulnérabilité, enfin c'est même pas une vulnérabilité, c'est un mot de passe faible qui a été référencé sous forme de CVE, donc pour GitHub, donc c'est le Froxlore, il y a une CVE qui est sortie par rapport à ça, sachant qu'il y avait exactement la même chose pour GitHub il y a 2 ans je crois, donc c'est assez dingue de se dire qu'un mot de passe faible peut devenir une CVE.
L'autre mot de passe, c'était un mot de passe par défaut. Je crois que c'était GitHub aussi, également. Alors, le deuxième article est un peu dur à lire, dur au sens humain, c'est que ChatGPT, en français ça fait GPT, c'est pas ouf, mais ChatGPT marche très très bien, etc. Et apparemment, ils ont utilisé des humains à pas cher, donc au Kenya, pour filtrer tous les contenus potentiellement toxiques qui pouvaient arriver dans la machine pour justement faire l'apprentissage profond qui a permis de générer GPT, pardon. Et donc, en fait, ce sont des humains qui ont dû regarder, je pense, des images assez dégueulasses, des contenus textuels assez dégueulasses pour filtrer, pour que ça n'arrive pas dans l'apprentissage de ChatGPT. Troisième point, ah mince, l'image a sauté. Aux États-Unis, il est possible d'avoir des plaques minéralogiques à encre numérique. Alors, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Tout, parce qu'en plus, dedans, il y a une puce GSM, qui permet de communiquer avec un cloud pour mettre à jour la plaque. Donc, bien sûr, il est possible de suivre les voitures à distance grâce à ça, mais il est également possible de modifier l'affichage de la plaque et donc de mettre ce qu'on veut. Donc, c'est comme dans James Bond où il change ses plaques et ça tourne. Là, c'est un affichage à encre numérique, donc c'est encore plus simple. Ouais, c'est dans le numérique, c'est-à-dire. Sur les tablettes, Kindle, ouais. Alors ça, c'est une carte de toutes les collectivités qui ont été piratées. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, vous pouvez zoomer. Malheureusement, c'est effrayant, mais il y en a vraiment beaucoup. Alors, le deuxième, c'est plusieurs personnes, dont moi, ont été, je ne sais pas si on dit victimes, mais il y a énormément de profils de femmes plutôt dénudées qui se mettent en contact avec les gens sur Twitter. Hervé, il lève la tête. Mais pas moi. Donc, bien sûr, ce sont des faux profils. En plus, c'est un niveau de discrétion qui est quand même pas ouf. Et moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi, quoi. Enfin, qui va se laisser avoir par ça? Qui va accepter ces profils-là en tant que contact? Sur LinkedIn, à chaque fois que j'en vois passer, tu vois les gens qui sont abonnés À ces profils. à ces profils. Je trouve pas mal de RSSI dans nos comptes. Ne vous faites pas avoir. Donc, Vous regarderez quelles associations ils sont adhérents. Mais ça, je fais une capture de mon Twitter à moi personnel. Voilà, en quelques jours, j'ai eu tout ça qui a voulu se connecter. Chaque fois, je les bloque et il y a la possibilité de dire que c'est du spam ou un bot, je sais plus ce que je fais. Mais... Moi, la seule fois où c'est arrivé, c'était une commerciale de Chevrolet. Elle n'était pas dénudée. Non, mais Oh, c'est moche. j'ai demandé confirmation. J'ai pas honte de dire ça. C'est enregistré. Oui. Ah, Christophe, je te laisse. Ouais, non, un très rapide, puisque Musk, a priori, voudrait racheter Manchester United à une boîte de biotech qui est accusée de transport illégal de pathogènes. Il a décidé de couper l'accès à Starlink pour les troupes ukrainiennes. Et pour finir, en fait, on découvre qu'il y en a qui se posent la question de savoir où se trouve la bagnole de Musk qui a été envoyée dans l'espace. Donc, il y a même un site qui est dédié à ça et qui, en temps réel, vous montre la distance parcourue et le moment où elle va probablement arriver sur Mars. Ce qui est la petite blague, c'est qu'elle a dépassé sa garantie de 36 000 miles plus de 70 000 fois en passant autour du Soleil. Voilà, l'actualité de Mr. Musk qui délire toujours un petit peu plus. Non, ça compte pas, c'est pas en roulant. C'est pas, ouais, c'est en volant en fait, j'aurais dû mettre, ouais, effectivement, t'as raison. T'as raison. Et donc ChatGPT+, donc qui est arrivé en France, et donc qui est disponible pour 24 $ si on compte les taxes, et donc qui assure une plus grande disponibilité, une vitesse de réponse bien plus rapide et un accès prioritaire aux nouvelles features. Et donc l'équipe a assuré que ChatGPT donc allait rester disponible même pour les utilisateurs qui ne voudraient pas souscrire à la version plus, mais bon, voilà. Ils avaient 300 millions d'utilisateurs. Le numéro de téléphone. Hein. Parce qu'il faut un numéro de téléphone pour s'inscrire. Ah ouais. On parlait d'Elon Musk. Il a décidé de bloquer les API gratuites qui permettaient d'interroger Twitter. Donc, tout ce qui était analyse, etc., ça ne marchera plus. Et surtout, pensez à toutes les boîtes qui permettent de faire de l'automatisation de publication, comme nous, notre CRM. Toutes nos publications, on les fait à partir du CRM. Ça ne marchera plus. Voilà, bravo.
Le deuxième, c'est assez rigolo. Enfin, rigolo. C'est donc la Russie, elle a apporté une réponse sérieuse aux sanctions internationales. Elle a bloqué le site des personnes recherchées du FBI. Le Most Wanted website du FBI, il est bloqué en Russie. Bravo la Russie, belle réaction. Et le dernier, c'est assez rigolo. Je crois que c'est Emi qui a remonté ça. Le panocrime du Clusif a été traduit en russe. Pas un passage, parce qu'apparemment, ça parle de Killnet à un moment, et donc les Russes qui sont dans Killnet ont trouvé que c'était intéressant, et donc on traduit ce passage-là en russe, c'est une traduction automatisée, mais pour comprendre ce que disait le... Alors, je ne sais plus qui était l'intervenant, mais ce qu'on disait au panocrime les concernant. Inutile de rappeler son nom, il n'a pas envie d'être connu. Et comme Hervé est le joker, il saura le faire en russe maintenant. Non, c'est en français. Mais oui, je m'étais préparé à le remplacer si besoin. Et prochaine réunion le 14 avril. 14 mars. Putain, je corrige ça aussi. C'est la JSSI. La JSSI. Donc, inscrivez-vous. Ce sera au FIAP, donc métro Glaciaire dans Paris. Le programme est à moitié finalisé. On sait d'ores et déjà que nous aurons Christophe Renard de l'ANSSI en keynote, que nous aurons Vladimir Kola de Patrol, que nous aurons Marc-Antoine Ledieu et Eric Barbry sur la partie juridique. Je crois qu'il reste des slots, non? Et il y a des slots où on attend des réponses. Ouais. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Le programme va être poussé cette semaine. Et s'il vous plaît, inscrivez-vous avant le 28 février. C'est une demande de notre trésorier. Toujours pas, faut vraiment qu'on s'y mette, on regarde ça, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va confier l'enregistrement.